Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ils sont un peu plus de 4 200 000 électeurs togolais à être attendus aux urnes le 20 avril prochain pour un double scrutin législatif et régional. En jeu, 113 sièges de députés à l'Assemblée nationale et 179 sièges de conseillers régionaux. Pour la toute première fois, les Togolais éliront des conseillers régionaux qui siégeront au Sénat. Les dernières élections législatives, celles de 2018, avaient été boycottées par l'opposition, du moins l'opposition classique qui criait au hold-up électoral. Alors, sera-t-elle dans la compétition cette fois-ci? Si oui, quels sont les rapports de force politique, pouvoir-opposition à quelques petites semaines de ce rendez-vous électoral? Et enfin, quel regard porté sur la gouvernance du président Faure Gnassingbé qui tient les rênes du Togo depuis février 2005. Trois invités avec moi pour en parler. Brigitte Ameganvi, vous êtes économiste, spécialiste du management stratégique et de l'évaluation de la performance. Nous parlerons de la performance de votre pays, le Togo, dans cette émission. Ancienne présidente de Synergie Togo, une organisation de la société civile togolaise. Vous militez depuis de longues années pour un meilleur ancrage démocratique de votre pays, le Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ensemble avec nous les enjeux de ce double scrutin, de même que pour nous dire le regard que vous portez sur le Togo, sur la vie politique de votre pays, le Togo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Karl Garba, coordinateur général de Togo Debout, un mouvement de la société civile également au Togo, règne selon vous une dictature féroce. Mais les proches du pouvoir togolais qui vous connaissent disent de vous que vous êtes totalement déconnecté du Togo et de ses réalités et des évolutions positives qu'a connues votre pays, le Togo, ces dernières années. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous portez, vous également, sur la vie politique du Togo dans son ensemble, de même que pour évoquer avec nous les enjeux liés au double scrutin législatif et régional prévu le 20 avril dans votre pays, le Togo. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique, êtes-vous également? L'actualité politique est en ce moment marquée au Togo par un projet de réforme constitutionnelle. Si ce projet aboutit, si cette réforme aboutit, le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel direct, mais par les parlementaires, et le mandat passera, la durée du mandat passera de 5 ans à 7 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation pour qu'ensemble on fasse l'analyse de ce projet de réforme constitutionnelle, et notamment pour évoquer les motivations qui ont pu militer pour le choix d'un tel projet. Merci, Richard. Je m'impose l'élégance. Brigitte Ameganvi, de commencer par vous, la femme, même si aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme, et ça c'est un autre débat, on dit qu'on sera une autre émission. Dans les motifs qui accompagnaient le projet de réforme constitutionnelle déposé sur la table de la commission des lois à l'Assemblée nationale du Togo, il est écrit ceci en un point 2. Je cite, « Le but recherché par notre proposition est de mettre en place un régime qui offre une plus grande stabilité politique et gouvernementale en permettant la formation de gouvernements qui reflètent les majorités parlementaires. » Voilà comment le pouvoir togolais justifie, entre autres, le choix de réviser votre constitution pour faire passer le Togo du régime semi-présidentiel ou présidentiel à un régime parlementaire. Que vous inspire un tel projet? Alors, un tel projet, plus je lis l'exposé des motifs qui est à l'origine de ce projet, et plus je compare les deux, la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui, réformée déjà 2 fois. Celle de 92, réformée en 2002. Voilà. Et ce qu'on nous présente comme un projet de Constitution, oui, plus je suis persuadée que c'est un canular. Et donc, j'attends le 1er avril pour voir si, véritablement, ce qui est écrit là
se justifie et si le projet de constitution qu'on nous présente, qui est en faveur d'un régime parlementaire, est réel. Pourquoi un cas nul? Pourquoi? Oui. Parce que dans l'exposé des motifs, oui, ce qui est dénoncé, et la phrase que vous venez de lire, oui, est réellement curieuse, parce que les gens qui écrivent ça sont au pouvoir depuis 63 ans au Togo. Faure Gnassingbé est au pouvoir, il en est à son 4e mandat. Non. Ça fait 20 ans. Le président Faure Gnassingbé n'est pas au pouvoir depuis 63. Non, depuis non, 63. Il est au pouvoir depuis 20 ans, bientôt. Oui, oui, bientôt. Depuis février 2005. Voilà. Oui. En 2005, il aura terminé 20 ans au pouvoir. De quelle instabilité parle-t-il? On va encore avoir une stabilité plus politique, plus grande. Je précise, avant que vous ne poursuiviez, Brigitte Améganvi, que le représentant du pouvoir que nous avons invité n'a malheureusement pas pu faire le déplacement pour être présent dans cette émission. Ce n'est que partie remise, bien entendu. Nous reviendrons dans d'autres émissions sur ce projet de réforme. Voilà. Vous pouvez continuer à nous parler de ce que vous avez considéré comme être un formation de gouvernement qui reflète les majorités parlementaires. Les majorités parlementaires sont formatées, fabriquées depuis toujours à l'Assemblée nationale, à tel point que, si je prends juste l'exemple des 2 précédents parlements qui ont eu lieu, celui qui a été l'Assemblée nationale, j'entends, celui qui a été élu en 2007 et celui qui a été élu en 2013, qui sont les 2 seuls scrutins qui étaient véritablement concurrentiels, eh bien, l'opposition avait systématiquement plus de 50% des suffrages, mais n'a jamais eu plus de 20% des sièges, tout simplement parce que le découpage électoral est fait de manière à ce que, finalement, dans les fiefs où on vote à plus de 80% pour le parti RPT, l'ancien UNIR aujourd'hui, ce sont l'essentiel des sièges sont alloués à ces départements-là. Et dans la région maritime, où on vote à 20% UNIR, eh bien... Alors, on reviendra sur la question du découpage électoral, mais puisque vous parlez de majorité, c'est vous-même qui avez boycotté les législatives. Certes, c'est pas le pouvoir qui vous a contraint. Absolument, mais je parle, c'est bien la raison pour laquelle je fais la référence aux seul président. Voilà, qui était pluraliste et où l'opposition, avec la majorité des suffrages, n'a jamais eu plus du tiers des sièges. Disons les choses. Donc, majorité parlementaire. Quel problème vous pose le passage au régime parlementaire? Non. Alors, ce n'est pas le passage au régime parlementaire qui pose problème. Oui. C'est la manière de procéder qui est... c'est une escroquerie, une fraude, un canular, je ne sais. Mais l'Assemblée nationale élue actuellement, oui, effectivement... après le boycott de la C14, le boycott des législatives par la C14, oui, a été élu le 28 décembre 2018. 18, c'est ça. Son mandat est arrivé à son terme depuis le 31 décembre 2023. Ça aussi, c'est vrai. Et c'est à partir de février-janvier qu'on a entendu parler d'une éventuelle proposition de loi par un groupe de députés. Et quelques mois après, on a eu ce document que je considère comme étant... Alors, c'est exactement comme l'un des ministres de Faure Gnassingbé, à un moment donné, dans un discours, avait fait une sortie disant que le président Faure Gnassingbé a hérité d'un pouvoir avec une économie délabrée, un tissu social déchiré, etc. Sauf qu'il oubliait qu'il parlait du père de Faure Gnassingbé, qui a gouverné le pays pendant si je vous résume, et qui a cédé le pouvoir à son fils. Si je vous résume. Je termine juste en disant, oui, que le RPT, dans son temps, et aujourd'hui, oui, nous a systématiquement habitués à se prévaloir de ses propres turpitudes. Et c'est sans arrêt comme ça. Or, il existe un principe tout simple en droit qui est que nul ne peut se prévaloir de ses propres. Vous êtes en train de nous expliquer que les motifs évoqués ici pour justifier ce projet de réforme constitutionnelle sont du fait du pouvoir en place. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. En gros, nous sommes en face d'un projet inopportun envoyé à des parlementaires illégitimes, puisque vous dites que le mandat est arrivé à terme depuis. Karl Gaba, très rapidement. Nous avons l'habitude de dire sur le continent que nos présidents ont trop de pouvoir.
qui concentrent dans leurs mains un peu trop de pouvoir, qu'il faut délester le président de la République d'une partie de ses pouvoirs. Votre projet s'engage, on ne connaît pas encore l'avenir de ce projet, votre pays s'engage dans la voie d'une réforme, justement, qui va permettre aux parlementaires désormais, ou du moins au Premier ministre, qui sera donc élu dans le cadre d'un régime parlementaire, d'exercer réellement une bonne partie du pouvoir politique pour que ceux-ci ne soient pas concentrés, en tout cas l'essentiel du pouvoir ne soit plus concentré dans les mains du président de la République. Est-ce que c'est, dans son esprit et dans le principe, vous êtes d'accord avec ou pas? J'essaie de retenir ma colère. Le Togo est en faillite totale. Faure Gnassingbé et sa bande, son clan, sa mafia, on va être mesuré et... Non, ce n'est pas de la mesure. Et délicat dans les... Non, il n'y a pas de délicatesse. Quand ils disent que je suis déconnecté des réalités du pays, je veux leur rappeler quelle est la réalité du pays. Allez-y. La réalité du pays, c'est que c'est un pays qui est verrouillé. C'est un pays qui est totalement meurtri. C'est un pays qui est appauvri. C'est un pays, depuis 60 ans, est sous le règne et la coupe et la fêlure du même système dictatorial, répressif, criminel. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé continue son jeu de bonneteau. Comment se maintenir au pouvoir à vitam aeternam? Et là, il a trouvé une astuce. C'est de se faire introniser roi. Il crée une cour qui va être l'Assemblée nationale dans laquelle il va nommer 100% des députés. Et ces 100% de députés auront la légitimité de pouvoir le nommer président à vie. Ils ne nous disent pas, effectivement, quelles sont les procédures des candidats qui vont nommer. Ça, on ne le sait pas encore. Non, on sait seulement que la durée du mandat va passer de 5 ans à 7 ans. Je vous dis, c'est du bonneteau, c'est de l'escroquerie. C'est de nous voiler la face. Faure Gnassingbé a fait une promesse, c'est de tenir l'engagement de son père qui est de ne jamais lâcher le pouvoir. Et là, il y a un enjeu. 2025, normalement, il ne peut plus être candidat à la présidence de la République au Togo. Il n'a pas respecté toutes les procédures, toutes les lois, toutes les contraintes qui interdisaient aux Togolais de faire, à un président de la République de faire plus de 2 mandats. Il en est à son 4e mandat. Et il trouve une astuce qui est une escroquerie, qui consiste à verrouiller le système politique avec sa cour que je vais appeler une nomenclatura du système. Qui va regrouper tous ses obligés au sein de cette nomenclatura au nom de 113 au sein d'un parlement. Et ce parlement-là sera le seul légitime à le nommer président à vie, à le nommer monarque à vie. Nous disons non. Si le projet dit vouloir régler une crise de représentativité. La représentativité, cette crise de représentativité a été bafouée par ce régime-là. Toutes les élections ont été truquées, volées. C'est une belle forfaiture. Donc, Togolais, mobilisez-vous. Il en va de votre vie, de votre existence sur la terre de nos aïeux. Relisez notre hymne national qui vous demande de vous mobiliser quand le tyran, effectivement, montre ses dents. Faure Gnassingbé est en train de provoquer les Togolais. C'est sa technique. Il se croit invincible. Il se croit inatteignable. C'est aux Togolais. Son représentant n'est pas là pour vous répondre, mais il viendra bien entendu. Vous avez bien compris qu'ils se sont dégonflés. C'est des lâches. Ah non, moi c'est des lâches. Alors on va garder le cas de la bienséance. Non, il n'y a pas de bienséance dans cette émission. La forfaiture. Moi j'ai invité, des raisons objectives ont dégonflé. On pu empêcher que... Il y a eu un débat qui est prévu, qui vienne affronter. Jamais le pouvoir, ni Faure Gnassingbé, n'a été confronté
à un leader politique togolais dans un débat ouvert au peuple pour expliquer ce qu'il fait, qui il est, où est-ce qu'il va. Et là, on avait l'opportunité d'avoir ces représentants pour parler du pays, de parler de la difficulté. J'avais déjà fait des débats avec vous. Aujourd'hui, ils se sont dégonflés, ils se sont carapatés. Ah, c'est comme ça que vous interprétez l'absence du représentant du pouvoir. On reviendra sur comprenez, mais pourquoi je vous dis ça? On a bien compris. Ils osent dire que je suis déconnecté. Oui, je suis déconnecté de ce système qui veut soumettre tous les Togolais, qui veut aliéner tous les Togolais. Non, nous sommes des millions de Togolais qui sont contre ce régime-là, qui sont déconnectés de cette réalité qui est que ce pouvoir-là nous tient par la gorge, nous martyrise, assassine nos enfants. Et j'en reviens, et ça c'est pour les Togolais, une petite pensée à nos morts. Agba Martin, un opposant mort en exil. Il est supposé être déconnecté lui aussi. Monseigneur Kodjo, mort en exil. Il est supposé être déconnecté également. Agbeoume Kodjo, mort en exil. Il est supposé être déconnecté des réalités du Togo. Où va-t-on? Le défi qu'on lance à Faure Gnassingbé, c'est de dégager de ce pouvoir, de laisser les Togolais libres. Et pour que les Togolais soient libres, il faut des élections libres et transparentes. Il faut des élections où chaque vote compte. Chaque Togolais a droit d'être un candidat. Et de surplus, comment peut-on organiser des élections sans publier des résultats bureau de vote par bureau de vote? C'est le défi que je lui lance à Faure Gnassingbé. Alors, vous abordez plusieurs sujets là. En même temps, on reviendra sur la question électorale. Geoffrey Brice Nzamba, on voit bien que le projet de réforme constitutionnelle, en tout cas pour les opposants que j'ai à cette table, ça ne passe pas. On parle de forfaiture, on parle de canular, on parle de tricherie. Encore une fois, ce n'est qu'un projet. Le projet est sur la table de la commission des lois de l'Assemblée nationale et togolaise. Il n'est pas illégitime, peut-être pas, puisque la constitution de votre pays dit que les députés siègent jusqu'à l'élection de nouveaux députés, ce qui suppose, par interprétation, que aussi longtemps qu'il n'y a pas d'autres députés élus, ceux qui sont là siègent, ont la légitimité, le droit de siéger. Mais ça, c'est un débat de droit. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Comment peut-on comprendre cette volonté du pouvoir togolais d'adopter un régime parlementaire? Quand on voit la cartographie politique du continent, j'ai à peu près 2 pays seulement qui ont adopté le régime parlementaire. L'Éthiopie. Personne ne connaît le président éthiopien. Les Éthiopiens, apparemment, c'est une dame. Mais c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Pareil pour les Maurice. Je ne sais pas s'il y a d'autres régimes parlementaires purs sur le continent. Purs, je ne parle pas des faux parlementarismes comme l'Afrique du Sud, le Botswana, etc. Non, régime parlementaire pur où c'est le Premier ministre qui a l'essentiel du pouvoir. Alors, ça peut effectivement paraître curieux que, comme ça, on décide... Le pouvoir togolais décide d'adopter un régime où on n'a pas de référence historique en tant que tel pour dire voilà, ça marche mieux ici sur le continent parce qu'ils ont adopté un régime parlementaire. Comment peut-on comprendre cette initiative politique? Ça peut répondre à quel besoin? Au-delà des motifs évoqués ici et qui accompagnent le projet. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que en général, quand on veut passer d'un régime politique, un système d'organisation institutionnelle à un autre, en général, c'est pour répondre aux difficultés. C'est ça. C'est-à-dire que quand il y a des contradictions dans la société, des contradictions dans la vie politique qui deviennent tellement importantes que ça bloque le fonctionnement des institutions, en ce moment-là, il est du devoir des dirigeants de proposer un modèle de gouvernement qui soit plus adapté pour résoudre ces difficultés-là. On a des exemples. C'est ce qu'ils disent ici dans les motifs exposés. Ça ne vous convainc pas? Oui, mais maintenant, il faut que ça soit objectif. C'est-à-dire que les motifs pour lesquels on veut changer de système d'organisation politique, il faut que ces motifs-là soient objectifs. Il ne faut pas que ça soit juste subjectif. Vous voyez? Par exemple, quand le général de Gaulle, en France, a voulu mettre en place un système
semi-présidentielle, Oui. avec la Ve République, la Bien Constitution de 58. 58, c'était pour résoudre le problème lié aux crises des partis, puisqu'on avait le régime des partis à l'époque. Donc le Premier ministre était désigné précisément par des partis majoritaires, et à tout moment, il y avait des modifications de majorité au sein de l'Assemblée. Ce qui faisait que les gouvernements ne mettaient pas beaucoup de temps. Il y avait le gouvernement qui était renversé tout le temps. Donc, ça créait une instabilité institutionnelle. Donc, il fallait répondre à cette question-là, raison pour laquelle il a fallu en arriver à la Ve République avec un régime semi-présidentiel, en fait, où le président est très fort et il doit disposer d'une majorité au Parlement, il nomme le Premier ministre, etc. Bon. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait d'abord un problème objectif qui se pose dans la vie politique. Alors, est-ce qu'il y a un problème politique qui se pose dans la vie politique au Togo actuellement ? Bon, moi, avec l'observation que j'ai faite, Oui. on constate qu'il y a un parti au pouvoir qui a toujours eu la majorité au pouvoir à l'Assemblée, Bien sûr. qui a toujours eu le gouvernement sous contrôle. Donc le gouvernement était issu de la majorité donc au Parlement. Et le président qui avait les pouvoirs, donc avait à la fois le contrôle du législatif, donc du Parlement, de l'exécutif, et donc de la présidence. Donc on avait, à la vérité, je dirais, une totalité de pouvoir entre les mains du président. À partir du moment où lui, son parti était majoritaire à l'Assemblée et que c'est lui qui désignait le Premier ministre et désignait les ministres, il avait la totalité du pouvoir. Donc on peut penser raisonnablement que la vertu qu'on peut pouvoir trouver dans cette intention de changer de système, c'est précisément en fait de pouvoir amoindrir les prérogatives du chef de l'État. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. En tout cas, en théorie. Oui, en théorie. Bien sûr, en théorie. Là, je Oui. suis encore en théorie. C'est-à-dire qu'en théorie, on a un chef de l'État qui a moins de prérogatives, puisque même dans certaines décisions qu'il doit prendre, il faut que ça soit contresigné par le Premier ministre, vous voyez. Donc le président du Conseil, comme il l'appelle. Donc ça donne l'apparence, en tout cas l'impression, quand on lit les textes, qu'on a donc, à la vérité, un amoindrissement du pouvoir présidentiel. Et que donc, on a un renforcement du pouvoir parlementaire et du pouvoir exécutif. Dans l'exécutif, on a donc deux têtes. Il y a deux têtes, il y a le président du Conseil et le chef de l'État. Mais alors, la difficulté dans la pratique, là j'en arrive à la pratique, C'est ça. c'est que c'est lui qui a la majorité au Parlement. Donc, c'est lui qui a le parti politique majoritaire au Parlement. Oui. C'est donc lui qui aura le Premier ministre. Bien sûr. Et c'est donc lui qui aura les ministres. Et c'est lui qui aura, à la vérité, puisque le président Faure, s'il a la majorité au Parlement, son parti est majoritaire au Parlement, c'est donc son parti qui va désigner le Premier ministre. C'est donc son parti qui va désigner les ministres. Oui. Et il aura aussi la présidence, donc le président Faure. Donc, à la vérité, on aura encore la totalité du pouvoir entre les mains d'un même clan. Vous voyez? Donc, dans la pratique, c'est ça que donc, vous êtes en train de nous expliquer, Maître Nzamba, qu'il n'y a pas, en tout cas, que pour le pouvoir togolais, il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas de situation difficile, particulière aujourd'hui qui puisse justifier qui passe au régime parlementaire, au fond. Non, il n'y a pas de crise politique qui justifie. À la vérité, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est que le pouvoir est en pleine manœuvre. C'est une manœuvre politique, ce qui se passe. Pensez-vous? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le pouvoir veut se pérenniser. C'est-à-dire que comme le mandat du chef de l'État arrive à son terme, et donc il faut préparer, en 2025, donc il faut préparer les conditions, je dirais, légales ou constitutionnelle pour permettre au président de se représenter, donc la nécessité de réformer la Constitution pour remettre les compteurs à zéro, et pour faire passer cette réforme-là, donc il faut donner une apparence d'intérêt pour les populations, notamment d'un avancement démocratique, où on va faire croire que c'est le Parlement qui va détenir maintenant le pouvoir, et c'est le Parlement qui va l'exercer en désignant un Premier ministre qui va lui-même désigner des ministres. Voilà. Mais bon, moi j'aimerais quand même, pour rester équilibré, c'est-à-dire que la réforme qui est en cours porte en elle les germes, à la vérité, d'un amoindrissement du pouvoir présidentiel, à condition que le Premier ministre qui va être désigné, parce qu'il peut arriver qu'un Premier ministre soit aussi fort, c'est-à-dire qu'on croit pouvoir le contrôler, mais lui... ne concentre pas à son tour... Voilà, ne concentre pas à son tour le à se faire manipuler. Qu'on prend des mains du président de la République. Voilà, c'est-à-dire que cette réforme peut porter en elle les germes, je dirais, d'un effritement du pouvoir réel du président Faure au profit du Premier ministre, à condition que le Premier ministre désigné ait une personnalité suffisamment forte
pour s'imposer auprès du président et qu'il puisse, puisqu'il aura la Constitution pour lui, qu'il puisse s'imposer. Je propose qu'on marque une coup de pause. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre échange. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour, nous l'avons vu, est consacré au Togo, qui tient un double scrutin législatif et régional le 20 avril prochain. Brigitte Ameganvi, vous vouliez répondre par rapport à ce que Maître Nzamba disait dans la première partie. Tout à fait. Maître Nzamba nous avait fourni une belle transition sur cette deuxième partie de l'émission sur les élections. Consacrée aux élections, bien sûr. Je vais expliquer tout ce qui a été concocté pour faire en sorte que cette élection sorte avec des députés à 80% au moins élus dans les sièges du parti UNIR, enfin qui occupent les sièges du parti UNIR à la suite de cette élection. Mais je voulais faire juste un petit rappel historique pour dire... Mais très rapidement, par rapport à la réforme, par rapport à la réforme constitutionnelle, au projet... Parce qu'il se trouve que moi, j'étais à la conférence nationale du Togo. En 90. Et effectivement, le régime parlementaire avait été proposé par une personne qui s'appelle Atouté Agbobli, Agbobli Kaldan, on l'appelait aujourd'hui, qui a été assassiné entre-temps par le pouvoir. On sait très bien pourquoi. Et la réponse qui avait été faite, c'est que nous sortions à l'époque d'un régime à parti unique avec un timonie national, un pouvoir très très personnalisé, concentré entre les mains du président, avec une assemblée nationale quasiment sans pouvoir, et qu'il fallait une période de transition dans un régime semi-présidentiel pour réapprendre à l'Assemblée nationale à exercer ses prérogatives. Et c'est pour ça que ce régime semi-présidentiel a été choisi. Oui. Très rapidement, à la suite de la première élection, la deuxième élection législative qui a eu lieu en 1999, l'opposition avait boycotté. Et donc en 2002, il y a eu une première modification de la Constitution par le père de Faure Gnassingbé qui avait transformé ce régime présidentiel, semi-présidentiel en un régime présidentiel sans contre-pouvoir aucun. Donc là aussi, le fait qu'on soit dans un régime que vous avez très très bien décrit, avec l'ensemble des pouvoirs concentrés entre les mains du président de la République, c'est de leur fait. Et ils ont remis le couvert. Non, de leur fait, le président actuel est arrivé au pouvoir en 2005. Ils ont remis le couvert en 2019, quand l'opposition a été dans la rue, a manifesté pour le retour à la Constitution de 92, et l'opposition a encore une fois boycotté les élections législatives, et c'est l'Assemblée nationale qui est en place aujourd'hui, qui est en train de nous proposer ce projet de nouvelle constitution, qui a fait la réforme constitutionnelle du 15 mai 2019, sous laquelle ils ont été élus. Donc, alors, ratifions, le projet n'est pas encore sur la table de l'Assemblée nationale, et ce n'est pas sur la table de la Commission des lois. Absolument. Pour l'instant, il y a des projets qui arrivent et depuis décembre d'ailleurs, depuis décembre dernier, il y a des projets qui arrivent à la table d'une commission et qui ne sont jamais présentés à la plénière, voyez-vous. J'espère bien pour eux. Et c'est là que j'embraye sur les élections législatives prochaines, pour dire que, en fait... Vous appelez l'opposition à y participer puisque vous avez boycotté les dernières. Oui, non, mais ça suffit, les boycotts d'élections législatives. Il est hors de question maintenant... Mais qu'est-ce qui a changé en temps, Madame Ameganvi? Oui, excusez-moi de poser la question. Qu'est-ce qui, en 2018, motivait le boycott et qui n'existe plus aujourd'hui? Moi, je faisais partie de ceux qui avaient pensé qu'après le boycott de 99, il n'y aurait plus jamais de boycott législatif. Donc vous étiez plutôt pour en 2000. Sauf que la CEDEAO a un peu aidé la C14 à boycotter en lui disant « mais si les conditions ne vous conviennent pas, n'y allez pas ».
Aujourd'hui, les conditions ne conviennent pas, mais l'opposition va y aller quand même. Très bien. Et nous, organisation de la société civile, nous considérons que tous ceux qui appellent au boycott des législatives prochaines, ce sont des gens qui travaillent pour le régime Gnassingbé parce qu'il a intérêt à ce que l'opposition boycotte. Mais l'opposition ne boycottera plus, malgré les conditions qui sont totalement iniques, malgré une répartition des sièges de députés qui fait que l'ensemble de la région maritime, qui représente 44% de la population du Togo, n'a que 27% des sièges. Alors, elle vote à 20% avec un peu plus de 3 millions d'habitants. Mais excusez-moi, Karl Gaba, je l'ai dit dans mon mot introductif, la grande innovation du rendez-vous électoral du 20 avril, c'est les élections régionales, où désormais, pour justement régler cette crise de représentativité, le pouvoir instaure les élections régionales où on aura 179 conseillers régionaux. C'est au moins quelque chose que vous saluez? Je voulais revenir. Comprenez-moi, j'ai une difficulté à saluer les actes de ce régime dictatorial qui verrouille le système. J'ai du mal. Parce que la finalité... Rien ne trouve grâce à vos yeux. Mais tout est mauvais. Mais non, mais pas tout est mauvais. Excusez-moi, quand il n'y a pas d'issue et que vous avez 2 millions de Togolais qui sont contraints à l'exil, que nos parents ne peuvent pas travailler librement, que le peuple ne peut pas manifester, la liberté d'entreprendre est conditionnée au fait d'avoir un sponsor, un tuteur du régime, la justice est totalement instrumentalisée, les assassinats n'ont de cesse de se perpétrer au Togo. Comment voulez-vous donner un quitus à ce pouvoir qui, pendant 60 ans, est en train de nous égorger, de nous tuer? C'est une question de vie et de mort. Et j'en revenais à la question électorale. Oui, il ne faut pas priver le peuple de pouvoir aller sur un champ de bataille, quel qu'en soit le champ de bataille. Donc il faut aller aux élections. Que ce soit massivement. Les élections, que ce soit la révolution, que ce soit la lutte armée, le peuple doit être toujours en manœuvre. Non, lutte armée, moi je ne parle pas de lutte armée dans mon émission. C'est une option qui existe dans les luttes de libération de peuple. C'est une option qui existe. Et donc je dis, quelle qu'en soit l'option de lutte, je demande au peuple togolais, mobilisez-vous à participer à toutes les options qui se présentent à vous. Si ce sont des élections, vous y allez. On sait qu'elles sont truquées. On sait qu'elles sont manipulées. On sait que les députés sont nommés à l'avance. Mais par contre, nous participer à cette lutte parce que désengager un peuple, le déshabituer à se mobiliser, à se combattre, à refaire, effectivement, refaire sa vie, déshabituer un peuple à faire ça. Vous appelez l'opposition togolaise non seulement à participer à ce double scrutin. C'est pas l'opposition togolaise, mais vous appelez les Togolais aussi justement à aller massivement au vote. Donc on est d'accord sur le principe. Je leur demande de se mobiliser parce que c'est un champ de bataille. Et ce champ de bataille-là, choisissez le candidat que vous voulez, à qui vous faites confiance. Mais ça, c'est un appel positif. Il faut aller confronter ce régime-là sur son terrain. Il mène une lutte dans laquelle il veut nous empêcher de venir lutter. Leur système, c'est ça. Ils organisent des élections truquées, ils nous empêchent de venir lutter. Ils censurent nos candidats. Nos électeurs, la plupart de nos électeurs, certains n'ont pas leur carte d'identité, leur carte d'électeur. Vous vous rendez compte, certains des élus qui étaient candidats, certains des candidats aux prochaines élections, la CENI a trouvé raison qu'ils ne retrouvent la carte d'électeur fournie à la CENI, à ces candidats potentiels. La CENI dit ne pas retrouver le numéro de leur carte d'électeur dans leur système de base de données, alors que c'est la CENI qui fournit les cartes d'électeurs. Donc vous voyez, tout le système est vicié. Et pourquoi je demande aux Togolais... Un cas anecdotique pour caractériser le système. Mais non, ce n'est pas un cas inadmissible. Le système électoral togolais. Ah, mais il est vicié, il est truqué, il est verrouillé. C'est un recensement qui a été fait à la fin de l'année dernière.
on a déploré le fait que ce recensement, comme d'habitude, commence toujours dans la région maritime, celle dont on ne veut pas, parce qu'elle ne vote pas comme il faut. Systématiquement, les inscriptions sur les listes électorales sont réellement viciées, verrouillées. On s'arrange pour que le matériel ne fonctionne pas, etc., de manière à avoir le moins d'inscrits possible sur les listes électorales. Et pourtant, certains citoyens, membres de l'opposition, ont réussi à s'inscrire et ils sont candidats et on dit qu'on ne retrouve pas leur de leur toute façon, à partir du moment où vous décidez de boycotter les élections, le reste ne vous intéresse plus. Non. Je voulais revenir quand même sur les régionales. Oui. Ces régionales font partie d'un projet de décentralisation sur lequel le système Gnassingbé travaille depuis 1990, si ma mémoire est bonne. Parce que les dernières élections locales ont eu lieu il y a très longtemps. Et c'est un projet qui a été remis à l'ordre du jour par l'exigence de l'Union européenne à la reprise de la coopération en 2004. Donc la décentralisation, et surtout sur l'impulsion de l'Allemagne, que l'on cite aujourd'hui comme exemple pour de décentralisation. Voilà, de décentralisation. Effectivement, oui. Et depuis 2004, de modification de la loi, etc., on a abouti finalement aux premières élections locales, donc communales, en 2019. Et on attendait la suite du projet de décentralisation, c'est-à-dire les élections régionales. Nous y voici aujourd'hui. Mais comment... C'est plutôt positif. Oui, positif. Alors, il faut le dire. Tout est dans les conditions... Aussi, il faut le dire. Dans les conditions d'organisation de ces élections régionales. Mais ça, on ne sait pas encore. Vous parlez plutôt du fichier. Électoral, avec... Bon, que le découpage, si c'est fait de manière sincère, qu'il y ait, finalement, plus de délégués dans les régions de l'intérieur... Puisque vous parlez des élections régionales, le Grand Lomé aura 20 conseils régionaux. Peu importe. Avec une population de 3 334 000 habitants. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un véritable projet de décentralisation, de construction des bassins d'emploi, des bassins économiques dans les régions, des universités dans les régions. Découpage. Mais alors qu'aujourd'hui, ces élections régionales, le seul enjeu, c'est qui va élire les membres du Sénat. Et on ne parle pas du tout de la politique de décentralisation économique qui doit aller avec les élections régionales. De la même manière, pour les élections locales, elles avaient effectivement pour objet de faire en sorte que les communes se développent, qu'il y ait une véritable décentralisation avec des services publics décentralisés, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a eu tellement de coups de canif qui ont été donnés dans cette loi sur la décentralisation, ça ne rime à rien. À chaque fois que les députés, les maires qui ne sont pas de l'opposition posent un acte, tout de suite, il y a une réforme de la loi sur la décentralisation qui est déposée sur le bureau de l'Assemblée pour les empêcher de travailler. Brice Nzamba, vous êtes analyste politique. Il y a un fait, mais qui transcende le Togo, qui n'est pas spécifiquement togolais, c'est les tensions, alors, qu'il y a toujours autour des rendez-vous électoraux. Il n'y a pas un seul pays sur le continent où l'élection n'est pas l'occasion, à part quelques rares pays, l'île Maurice, je l'ai évoqué, il y a des pays où ça se passe plus ou moins bien, mais globalement, la question électorale cristallise toujours des tensions. Ça vient d'où? Pourquoi on n'arrive jamais à s'entendre sur les mécanismes de légitimation de ceux qui dirigent le pays ou les collectivités? Ça vient d'où, ces crises électorales à n'en point finir? Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu démocratique en Afrique est d'abord compris comme étant l'élection démocratique. C'est-à-dire que pour les Africains, nous, quand il a fallu qu'on puisse accéder au système démocratique, les dirigeants politiques ont compris, en fait, parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas le fonctionnement démocratique de l'État. Ça ne les intéresse pas.
Vous voyez? Parce que dans une démocratie, il y a le fonctionnement démocratique de l'État. Donc, il faut que la justice soit autonome, il faut qu'il y ait le respect de la loi, l'égalité, etc. Il y a beaucoup de principes, la garantie des libertés fondamentales. Tout ça, ça participe à la démocratie. Mais dans l'inconscient des dirigeants africains, la démocratie égale à l'organisation des élections, puisque le pouvoir se joue en ce moment-là. Donc, à partir du moment où, pour les chancelleries occidentales, les pouvoirs politiques africains considèrent que c'est lorsqu'il y a une élection, c'est là où se joue le pouvoir. Donc, ce qui fait que c'est lui qui contrôle le système de découpage électoral, le système d'organisation du fichier électoral, le système d'édition des cartes électorales. Et c'est lui qui contrôle l'organisme qui organise l'élection. Celui-là, il est sûr d'avoir le pouvoir, puisque le jeu démocratique pour ces dirigeants politiques-là se résume à la vérité à l'élection. Vous voyez? Donc, ce qui fait que l'élection cristallise véritablement les tensions, puisque le pouvoir se joue en ce moment-là. Mais ça vient aussi de nos rapports au pouvoir. Oui, mais parce que on considère que quand on est au pouvoir, on doit y être. On en parlait un peu en off, c'est-à-dire que chez les Bantous, il y a une conception du chef. Voilà, en Afrique centrale, en fait, on a une conception du chef qui fait que le chef est chef aussi longtemps qu'il est vivant. Il n'y a pas la notion d'ex-chef. Non, il n'y a pas d'ancien chef dans les traditions africaines. Un chef, c'est quand il meurt qu'on peut succéder au chef. Oui, mais pas quand il est vivant. Oui, mais donc, là, nous avons adopté l'État moderne. Oui, mais ça, c'est au niveau des institutions, mais au niveau de la culture. Parce que les institutions vont de pair avec la culture. Donc, je pense qu'il y a un travail culturel à faire pour que les dirigeants africains comprennent qu'on peut aussi être un ex-président, un ex-chef d'État, un ex-premier ministre. C'est-à-dire qu'on a cette difficulté-là parce qu'on pense que quand on est chef, on doit le demeurer ad vitam aeternam. Donc ça, c'est un problème culturel. Poser autrement la question, mais très rapidement, et on passera. Culture ou pas culture, à partir du moment où la règle est définie, est fixée, ou est légitimée, à partir du moment où on dit on fait 2 mandats, terminés, et qu'elle est adoptée, où est le problème? Pourquoi on ne s'en tient pas? Mais Monsieur Togbé, c'est-à-dire que les règles ne valent que lorsqu'elles vont de pair avec les mœurs. Vous comprenez? Parce que ce qui fait que les règles soient fortes dans un État, ce sont les hommes qui sont capables d'aller au-dessus de leurs instincts pour les respecter. Mais quand les instincts sont plus forts que les règles et que les hommes qui dirigent sont plus mus par leurs instincts, eh ben, ils tordent les règles. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc, malheureusement, pour beaucoup de pays africains, on en est encore à ces stades. On a des hommes qui, pourtant, vont nous dire qu'ils ont fait des études, qu'ils sont instruits. Mais le problème, c'est que l'éducation, c'est l'instruction et la discipline. Il y a beaucoup de gens qui sont instruits, mais qui ne sont pas disciplinés. La discipline, c'est la capacité à pouvoir respecter les règles et à pouvoir contrôler ses instincts pour respecter l'intérêt général. On a du mal sur le continent africain. Et surtout, pardon, je rajoute juste, on a des dirigeants qui considèrent que les règles ne sont pas faites pour eux, mais pour les autres. Oui, parce que c'est un problème de discipline. Mais ce que dit Brice Nzamba est d'autant plus vrai qu'il n'est pas exclu, excusez-moi, Kagaba, qu'un certain Kagaba, demain au pouvoir, fasse vivre pire à l'opposant qu'il en a vécu. On l'a vu sur le continent, il y a plein d'exemples. On a vu ce que Condé a fait, lui qui a fait 40 ans, Alpha, je parle, pour prendre le cas des présidents anciens, lui qui a fait 40 ans dans l'opposition, qui a tant subi, qui a subi pire que ce que vous vivez, quand il a pris le pouvoir, on a vu comment il a dirigé le pouvoir. On a vu des présidents en exercice aujourd'hui qui étaient en exil et qui, une fois arrivés au pouvoir, ont exilé leurs opposants. Donc, au fond, la question dépasse et transcende nos pays, les réalités de nos pays, et nous plonge dans nos cultures, dans notre imaginaire à nous et dans nos rapports au pouvoir, finalement. Non? Ça dépend de l'éducation de chacun. Ça dépend de l'héritage que nous avons personnellement. Je suis togolais métissé avec un cap-verdien, donc le tribalisme n'est pas mon problème parce que mes parents ont choisi de s'ouvrir au monde. Je suis protestant et vous connaissez les protestants.
on a une valeur qui est la communauté avant soi. Donc du moment qu'on a ces valeurs qui sont ancrées dans nous, donc nous travaillons pour la collectivité. Nous ne travaillons pas sous forme tribaliste. Nous ne travaillons pas dans une notion de clan. Nous travaillons pour la collectivité. Et c'est ça que nous a enseigné également nos grands-parents qui ont mené les luttes d'indépendance au Togo. Sylvanus Olympio, sous l'égide de mon arrière-grand-père qui s'appelle Augustinio de Souza, ils ont développé un concept qui est l'indépendance totale. Ils ont mis en place un système qui permettrait effectivement à tous les Togolais de se retrouver dans un idéal. Et pendant 5 ans, Sylvanus Olympio a déployé un programme dans l'intérêt de tous les Togolais. Et c'est ce pourquoi il a été assassiné par le père de Faure Gnassingbé sous la complicité et l'ordre de la France. Vous avez les preuves? Non, mais c'est l'histoire. Non, attendez que j'aille au bout. Donc c'est une question, c'est ça. La motivation de Togo Debout, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer. Mais en attendant, permettez qu'on marque un coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal. Le numéro de ce jour est consacré au Togo, qui tient un double scrutin législatif et régional le 20 avril prochain. Si l'opposition togolaise a boycotté les dernières législatives, elle est prête cette fois-ci à entrer dans la compétition. Et justement, nous parlions, Brigitte Améganvi, de ce double scrutin législatif et régional prévu le 20 avril. Et nous voulons aborder dans cette partie la question des rapports de force politique. Quel est le regard que vous posez aujourd'hui sur les rapports de force politique à quelques petites semaines de ce rendez-vous? Alors, en termes de rapports de force politique, on peut dire que les dés sont pipés. D'abord parce que la liberté de manifestation, d'aller et venir sur le territoire est interdite. Donc on sait très bien que lorsque la campagne électorale va commencer, certains pourront aller où ils veulent, les opposants ne pourront pas faire campagne, sous prétexte de terrorisme, etc. Les organisations de la société civile, la population, depuis plusieurs années maintenant, l'espace civique est verrouillé, donc les gens ne peuvent même pas, des organisations de la société civile ne peuvent même pas organiser des réunions pour dire, voilà, comparer les programmes politiques des députés, etc. Donc on sait que les dés sont pipés, que la répartition des sièges de députés, puisque ce sont des législatives qu'il s'agit, sont complètement verrouillées. Ça veut dire quoi, la répartition? Alors, la répartition des sièges, on a fait un graphique magnifique qui montre les choses de manière très, très claire, qui montre que alors, les députés ont 2 fonctions. C'est voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. C'est ça. Donc, voter des lois, on vote des lois pour toute la population. C'est ça. Et donc, l'étalon de mesure, c'est ce qu'on appelle le quotient parlementaire, c'est-à-dire le nombre d'habitants qu'un député représente. Et ce quotient, il est en fait, grosso modo, dans la région de la Kosa, un député représente 40 000 personnes, et dans la région de Maritime, la préfecture du Golfe, un député représente 216 000 personnes. Non. Et le nouveau découpage qui a été fait avec l'augmentation du nombre de députés ne fait qu'aggraver la situation. C'est-à-dire que la région maritime est privée de 18% des sièges qui sont répartis et qui permettent à certaines préfectures qui sont peu peuplées de représenter 1% de la population, mais 3% du nombre de sièges. Brigitte Améganvi, excusez-moi, pour qu'on comprenne mieux oui. la critique que vous émettez,
Parce que de là où je suis, il faut que j'apporte un peu d'objectivité quand même. D'ailleurs, je suis obligé même de rester objectif et d'analyser avec objectivité les problèmes que vous évoquez. Si nous sommes toujours dans le moule républicain, si le Togo est un et indivisible, si tout Togolais, où qu'il soit sur l'étendue du territoire national, est chez lui, où est le problème si on attribue 2 sièges à Lomé et 4 sièges à Dapan, à Tchévier ou à Kara, dès lors que tout candidat togolais peut partout sur l'étendue du territoire, si on met de côté les questions de sécurité du terrorisme que vous évoquez, dès lors que tout Togolais peut aller vendre son offre politique aux électeurs togolais partout sur le Togo et qu'il n'y a pas un découpage électoral pour l'opposition à part et un découpage pour le pouvoir à part, où est le problème? Alors, il y a un problème fondamental de souveraineté. Toutes nos constitutions, dans toutes nos constitutions, d'une manière ou d'une autre, il est écrit ceci. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses élus. Donc, pour moi, à partir du moment où un élu ne représente pas la même parcelle de souveraineté, une parcelle de souveraineté équitable du même peuple, il y a un problème. Ça, c'est le premier argument. Donc, le découpage électoral, il n'est pas neutre. Il est très important. Il faut que ce découpage électoral reflète justement la structure de la population qui a confié sa souveraineté aux élus. Si on suit ce que vous dites, est-ce que mécaniquement, si on dit pour avoir un député, il faut 100 000, il faut qu'une circonscription ait 100 000 et que une circonscription fait 90 000, il n'y aura pas de député? On peut arrondir, mais le problème se pose quand une circonscription fait 20 000 et a 2 députés, et une circonscription qui a 3 millions d'habitants a 10 députés. Voilà, c'est ça le découpage. Qu'est-ce que cache ce découpage, s'il vous plaît? Le découpage, il est très très simple. On a comparé effectivement la répartition de la population aux répartitions du nombre de sièges, et on a comparé cela aux résultats des élections législatives de 2013 dont je parlais tout à l'heure, où l'opposition était là. Et on s'aperçoit que le déficit, les quotients électoraux très élevés sont dans les préfectures où on vote à 20% pour le parti UNIR, et dans les préfectures où on vote à 80% pour le parti UNIR, eh bien, on représente 1% de la population et on a 3 ou 4%. Ou dans le fief de Fort-Gnassingbé, il vote à Blita, son frère vote dans l'Amou, voilà, l'Amou, la préfecture de l'Amou représente 3% de... Donc le découpage est biaisé. Le découpage est biaisé de manière à donner mécaniquement, quel que soit le résultat des électeurs, la majorité. Et peut-être même ce qu'il vise, c'est la majorité qui autorise l'Assemblée nationale à modifier la Constitution comme elle veut, au parti RPT UNIR. C'est ça qui est à l'origine aussi de la réforme de la Constitution qu'il... Le code électoral actuel, réformé, il date de quand? Le code électoral, il est réformé tous les jours. Non, mais la dernière... parce que si vous refusez de siéger à l'Assemblée nationale, si vous boycottez les rendez-vous électoraux... Non, mais si vous boycottez... C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y aura plus... il n'y aura plus de boycott des législatives. Vous avez dit au début de cette... Nul doit se prévaloir de... Voilà. Et deuxième chose, on a parlé du découpage électoral, parlons du fichier électoral. Ouais. De la même manière... Pour le fichier électoral, on va arriver à ce que nous, on calcule en général le pourcentage du nombre d'électeurs rapportés à la population en âge de voter, puisque ce sont les plus de 18 ans qui sont censés s'inscrire sur les listes électorales. Et les fichiers électoraux au Togo s'arrangent toujours pour que dans les régions qui votent à 80%, et il n'y a pas que le Nord, hein, ne me considérez pas que je suis régionaliste ou tribaliste parce que je suis du Sud. Parfois même, chez moi, dans le Couteau, là où les fiefs sont les fiefs d'une partie de la famille Gnassingbé, on arrive à des nombres d'inscrits sur fichier électoral qui sont de 120% de la population en âge de voter.
Alors que dans la région maritime, à Lomé, on va arriver péniblement à 40% de la population en âge de voter. Et donc, ça fait un cumul de choses. Et troisième étape, la fraude pendant l'élection. Dans certaines régions, d'abord, on fait signer des PV à l'avance aux représentants des candidats de l'opposition. Et ce qui fait que, à la fin de la journée électorale, on les sort des bureaux de vote et puis on remplit les PV comme on veut. Et ça donne des résultats qui sont totalement les dés sont pipés. Les dés sont complètement pipés, mais il faut y aller, il faut aller à la castagne quand même, il faut aller se Il n'y a pas de situation éternelle, hein, voyez-vous. Brice Nzamba, très rapidement, avant de venir à vous, on voit, encore une fois, qu'il y a des luttes politiciennes et qu'au milieu, il y a le peuple qui est toujours oublié, au fond, mais qui sert d'instrument de légitimation et d'accession au pouvoir. Et une fois qu'on a le mandat, il est là. On attend le prochain rendez-vous électoral pour lui demander d'aller voter. Une fois qu'on lui a pris son mandat, qu'on n'exerce pas véritablement en son nom propre, parce qu'en réalité, toutes ces émissions que nous faisons, si on exerçait réellement le mandat au nom du peuple, si on donnait régulièrement la parole au peuple, il y a plein de problèmes qu'on aurait pu éviter. Comment on fait? Comment on s'en sort? Comment redonner véritablement la parole au peuple? Comment recentrer le débat autour de la souveraineté populaire, le peuple? Oui, mais en fait, ce que j'aimerais dire, pour ceux qui ont lu George Orwell dans 1984, il explique un peu le mécanisme du pouvoir. Hein. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en haut, oui, qui ont le pouvoir. Vous avez donc, c'est la classe supérieure, vous avez la classe moyenne, donc ceux qui sont constitués par c'est aussi l'élite. Hein. Oui. En fait, le jeu, c'est le jeu de pouvoir entre les membres de l'élite d'un pays. Et l'élite qui est dans l'opposition veut remplacer l'élite qui est au pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? L'élite qui est au pouvoir et l'élite qui veut remplacer, qui est dans la partie moyenne, les deux font appel au peuple. Vous voyez? Oui, c'est ça. Donc, l'élite de l'opposition va dire au peuple que ceux qui sont au pouvoir ne gèrent pas bien le pays, il faut les changer. Donc, le peuple se mobilise contre l'élite au pouvoir pour mettre, en fait, ce qui était à la partie moyenne, donc l'opposition, au pouvoir. Et en général, le peuple reste à sa place. Oui. Vous voyez? Donc, la difficulté, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, il faut, d'une part, avoir une élite qui, véritablement, a le souci de progrès de la conscience, parce que on fait la politique pour élever le niveau de conscience et de vie de ces populations. Donc, il faut mettre en place un système éducatif conséquent qui peut faire en sorte que les gens soient instruits sur ce qu'est d'abord la dignité. Hein. C'est important pour un peuple d'avoir le sentiment de sa dignité, parce que quand on a le sentiment de sa dignité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter et on préférerait même mourir que d'accepter. Vous voyez? L'honneur et la dignité. Voilà, c'est-à-dire que quand un peuple accède au sentiment de dignité par l'éducation, par le fait de s'instruire de son histoire et d'avoir aussi des modèles. Il faut avoir des modèles des gens au niveau de l'élite qui se sont battus pour des questions de dignité. Ça inspire la population. Donc, pour répondre à votre question, il faut avoir une élite qui se donne déjà une élite exemplaire, par sa façon de faire, de travailler, d'agir, qui inspire le respect et qui inspire à l'exemplarité. Parce que quand un peuple a une élite qui l'inspire, le peuple veut être comme les gens de cette élite-là. Donc si c'est une élite qui est constante dans ses idéaux politiques, qui prend des risques, qui font même de la prison. Ça inspire la population. Vous voyez l'exemple du Burkina. Consent des sacrifices. Voilà. Vous voyez l'exemple du Burkina. Bon, on peut aimer ou ne pas aimer le président actuel, mais le Burkina a produit le capitaine Thomas Sankara. C'est ça. Vous voyez? Donc, le capitaine Thomas Sankara a été assassiné, mais il ne demeure pas moins que son exemple inspire jusqu'à ces jours. Donc, ce qu'il faut pour une population, c'est une élite qui inspire, qui est exemplaire. À partir de là, la population ne va plus accepter certaines choses. Donc moi, je pense que pour le Togo, si le peuple togolais est amorphe, c'est parce que l'élite est à cette image-là. Je suis désolé. Hein. Voilà, parce que l'élite, à mon avis, ne fait pas preuve de beaucoup de créativité dans la lutte, puisqu'on a parlé du découpage électoral, mais il faut commencer d'abord par le recensement électoral, parce que tout commence par le recensement, ensuite il y a le découpage, ensuite il y a la tenue du fichier électoral, il y a l'organisation des élections. Mais le combat politique commence dès le recensement.
Vous voyez? Donc, il ne faut pas attendre, quand vous laissez à une partie du jeu politique le contrôle sur le recensement électoral, le découpage électoral, le fichier électoral et l'organisation des élections, après, il ne faut pas se plaindre. Puisque vous leur avez laissé la liberté de tout faire. Donc, la politique, c'est le rapport de force. Parfois, on s'arroge aussi le droit de tout faire par la force aussi. C'est le rapport et on de force. exclut. Oui, mais justement ce que j'expliquais. Mais pourquoi on vous exclut? Il faut que vous vous laissiez exclure. Oui, mais les gens qui ont voulu s'inscrire sur les listes électorales n'ont pas pu le faire. Oui, mais il faut et faire ceux qui ont réussi à le faire, on leur dit votre nom n'est pas sur le... Oui, mais quand vous avez des partis qui sont organisés, qui ont un lien avec le peuple, les partis font appel au peuple pour manifester et pour mettre en place un rapport de force pour obliger le pouvoir à négocier les conditions d'élection. C'est ça la politique. Donc la politique, c'est pas que des plaintes. C'est pas que des plaintes. C'est une question d'organisation, de la connaissance du jeu politique, du rapport de force et le lien indissociable avec le peuple. Quand vous perdez ces liens-là, vous êtes inaudible. Vous pouvez parler, le peuple ne vous suit pas. Donc c'est ce que dit Maître Nzamba, Kalgaba, est d'autant plus intéressant que souvent, et je ne suis pas sûr que l'opposition togolaise échappe à ça, l'organisation de la vie politique à l'intérieur même de l'opposition est exactement l'image de ce qu'elle dénonce chez le pouvoir. Je ne suis pas très sûr, mais je peux me tromper, que l'opposition togolaise échappe à ça. Il y a des problèmes aussi à régler au niveau du fonctionnement de nos oppositions, de l'opposition dans nos pays. Est-ce que vous avez le sentiment avoir réussi à relever à la fois les défis de la solidarité entre opposants, de la communauté d'intérêt, de la communauté de la lutte? On a vu en 2017, en 2018, il est arrivé un moment où il y avait plus d'1 million de Togolais dans les rues, où on sentait que quelque chose bougeait. Moi, je n'ai pas de position par rapport à ça. Si on fait le bilan aujourd'hui de la lutte politique de l'opposition togolaise, de ce moment-là aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez atteint comme résultat positif? C'est ça la difficulté aussi. J'ai combien de minutes là? Allez-y, il nous reste que 2 minutes pour finir cette émission. Voyez. Essayez. Déjà, l'opposition togolaise, c'est le peuple togolais. Ils sont en face d'un clan, qui est un petit clan qui a fortement armé, avec le soutien de la France, tient le système. Être opposant au Togo, ce n'est pas une sinécure, c'est impossible d'être opposant au Togo et de pouvoir vivre de son travail, éduquer ses enfants, soigner ses enfants et vivre de son travail. Si vous êtes étiqueté opposant, vous êtes médecin, aucun patient ne peut oser venir à votre cabinet et c'est une mort sociale. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Donc comprenez entrepreneur, vous ne pouvez pas avoir des marchés non plus. C'est vrai, vous avez raison. C'est une mort sociale. Donc vrai. Comprenez que le régime... C'est vrai. C'est pas facile. On va dire. Ouais. Okay. Mais ceci dit, j'ai un message et je vous invite justement à lire ce rapport de Tournant la page sur le Togo et les turpitudes de Faure Gnassingbé, les 20 ans de turpitude de Faure Gnassingbé. Et là, vous comprendrez ce que c'est que être opposant, ce que c'est que la répression au Togo. Maintenant, je m'adresse à mes compatriotes. J'ai 2 aspects de la chose. J'ai une proposition à faire. On a des prérequis. Les élections, on va y participer. C'est une bagarre, c'est une lutte. Togolais, vous n'avez pas l'habitude de participer à des luttes. Je veux dire tribales, claniques. Et ce que propose Faure Gnassingbé, c'est une lutte tribale dans laquelle il veut nous exclure. Pourquoi vous dites ça? Je n'ai pas le temps de le développer. C'est son clan qui est en train d'organiser une lutte en nous excluant, en excluant nos électeurs, en excluant nos candidats, en ne nous donnant même pas la possibilité de pouvoir aller voter. Et je vous demande, Togolais, mobilisez-vous quel qu'en soit le camp dans lequel vous êtes. Que vous soyez des nationalistes, que vous soyez des syncrétistes derrière Monseigneur Kodjo, que vous soyez des cavaliers de Tipi Achadam, ou que vous soyez même un Togolais qui est du RPT, mais qui en a assez de cette famille Gnassingbé, mobilisez-vous pour aller dans les bureaux de vote. Je n'ai pas fini. Aller dans les bureaux. C'est un combat à mener sur le terrain. Et pour ça, qu'est-ce que je demande? Je demande à Faure Gnassingbé,
permettez que l'élection soit libre et transparente. Il vous dira que c'est le cas. Permettez que tous les candidats puissent candidater, je ne sais pas si c'est le cas. Permettez que tous les électeurs puissent aller voter, franchement. Permettez que les résultats sortis des urnes soient annoncés bureau de vote par bureau de vote. C'est un minimum de règles, quoi. Très bien. Et à cela, oui. J'invite mes compatriotes togolais de la diaspora, je les invite le samedi 30 mars à venir nombreux démontrer à Faure-Gnassingbé, devant l'ambassade du Togo à Paris, que nous sommes debout. Togo Debout organise un grand rassemblement et j'invite tous les Togolais, quel qu'en soit votre étiquette. C'est quoi l'objet de ce rassemblement? Mais c'est de dire non à Faure-Gnassingbé. Non à quoi? Non à la dictature de Faure-Gnassingbé. D'accord. Ah là, vous faites référence au projet de réforme constitutionnelle. Ou bien non à tout? Il ne touchera pas, il ne nous tuera pas vivants. Tant que nous sommes vivants, Togolais, vous avez la responsabilité. Et je vous invite à lire votre hymne national. Lisez-le de A à Z. Le mot d'ordre du peuple togolais de se lever, de se mobiliser pour aller se battre est inscrit dans notre hymne national. Ne me demandez pas quelle est ma couleur politique. Vous le savez d'où est-ce que je viens. Je suis un nationaliste togolais, mais je roule pour tous les Togolais. Et je vous invite sincèrement, mes amis, où que vous soyez, quel qu'en soit le grief que vous avez entre vous, les opposants, et je demande au leadership, suivez le mot d'ordre qui est écrit dans notre hymne national, qui est de rassembler les Togolais, de les mettre ensemble pour confronter, pour affronter ce régime, pour affronter Faure-Gnassingbé, dire non à Faure-Gnassingbé et demander la démission de Faure-Gnassingbé maintenant. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. J'ai commencé par vous et la femme, je finis avec vous très rapidement en quelques secondes. Le mot de la fin, j'attire juste l'attention de la CEDEAO, de l'Union africaine, sur le fait que c'est un coup d'État, un double coup d'État constitutionnel et électoral qui est en cours de préparation au Togo et qui se taisent, qui ne viennent pas dire après il y a eu un coup d'État militaire et donc on suspend et donc on affame le peuple, etc. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Si vous voulez à nouveau suivre cette émission, allez sur www.nca-tv.com. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci, monsieur.